Elle concerne l'iPod et la création du premier iPod chez Apple, puisque Apple est une source d'inspiration inépuisable et d'anecdotes inépuisables. Et donc, à la création du premier iPod, en gros, le pitch de départ en interne, c'était de dire qu'il faut un appareil qui permet de stocker des musiques et qui soit le plus compact possible, puisque à ce moment-là, Steve Jobs avait déjà en tête l'argument de vente qui était plus l'appareil sera léger, petit et compact, et plus l'effet de l'argument de, je ne sais plus combien de centaines de chansons c'était au premier iPod, qui est annoncé sera fort. Et donc, une des obsessions de Steve Jobs sur ce produit-là, c'était à quel point il pouvait être compact. Et sur le premier prototype, donc les équipes d'ingénieurs qui étaient sur le projet iPod présentent à Steve Jobs le résultat du premier prototype. Et on sent tout de suite dans la pièce, en tout cas de ce qui a été raconté, qu'il y a un bon froid et que le prototype correspond pas du tout aux attentes de Steve Jobs. Et bien sûr, sa première remarque, c'est il est trop gros, il est pas assez compact. Et les équipes lui disent non mais c'est impossible, on a fait toutes les prouesses technologiques, même si c'est un prototype, on n'arrivera jamais à faire plus compact. Là, on est au plus fin, au plus compact de tout ce qu'on peut faire. Et la réaction de Steve Jobs a été de balancer l'iPod dans un aquarium qui était dans la pièce. Et il y a des bulles qui sont sorties de l'iPod. Et donc, il a dit s'il y a des bulles, c'est qu'il y a encore de l'espace à l'intérieur, donc on peut compacter plus. Et au-delà de la partie imagée et assez drôle que montre cette anecdote, ce que j'en retire surtout, c'est l'importance parfois de la précision. Les petits détails, ça donne un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire sur le MVP. Mais parfois, quand on veut vraiment changer les choses et quand on veut amener une vraie innovation, quand on veut changer un marché, et ben au final, toute la réussite d'un projet, elle se trouve dans ces petits détails-là. Et il faut pas se tromper de détails et de métriques de précision, on va dire. Mais quand on arrive à trouver les bonnes et à se donner une discipline par rapport à ça, c'est clairement ça qui fait la différence. Parce qu'on le sait sur les produits Apple, et c'est encore le cas maintenant, il y a en général toujours un retard qui est dans la partie technologique. Ils sont jamais les meilleurs sur les appareils photo ou ce genre de choses, par exemple. Mais par contre, ils ont une chose qui les différencie, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à être excellents sur l'expérience utilisateur en définissant des métriques qui sont les leurs, mais en se positionnant clairement en disant notre obsession sur ce produit-là ou sur cette version du produit-là, ça va être celle-ci. Et ça rejoint un peu le principe d'obsession qu'on cite dans plusieurs de nos contenus régulièrement, où il faut, quand on a un projet, on peut pas se concentrer sur tout en même temps, mais pour pas être moyen sur tout en même temps, il faut avoir une obsession et un point où on va se dire qu'on sera excellent. Et ça sera la vraie valeur ajoutée, la vraie valeur différenciante, que ce soit d'un produit, d'un service, d'un projet. Et c'est ce qui fera la différenciation par rapport aux services concurrents qui sont proposés. Ah ouais, c'est intéressant cette anecdote et ça montre pas mal de choses sur comment ça pouvait fonctionner en interne avec un méga chiant tel que pouvait l'être Jobs. Euh, Moi, je retiens aussi quelque chose, c'est qu'il y a des générations entières d'entrepreneurs qui arrivent aujourd'hui et qui retiennent de Steve Jobs uniquement ce côté casse-couille. Et en fait, ils croient se comporter comme des Steve Jobs en étant très dictatoriaux et en imposant des choses et de jamais en démordre. Mais en fait, il y a tout un tas de ces clones de Jobs qui sont juste en fait des gros connards et qui gardent en fait le côté imbuvable que pouvait avoir Jobs, mais qui en retiennent pas l'intérêt de pourquoi il l'était. Et souvent chez Apple, ils ont donné le signal d'être plutôt très esprit ouvert dans la façon d'imaginer les produits, de lancer des idées, et hyper rigoureux dans la façon de l'exécuter. Et souvent dans ces clones de Jobs un peu foireux qu'on voit passer dans les concours de pitch, on tombe exactement dans l'inverse, c'est-à-dire des gens qui se disent ben, je vais être chiant comme un Steve Jobs, donc ça va être génial. Et en fait, ils sont juste casse-couilles pour créer des idées. Ils sont hyper psychorigides là-dessus, là où il faudrait être super ouvert. Et par contre, après, l'exécution les intéresse beaucoup moins parce que voilà, ils vont pas s'abaisser dans leur génie à faire ça. Et ils ratent là où ça devient vraiment intéressant. Et c'est c'est assez riche d'enseignements de comprendre exactement comment fonctionne une boîte comme Apple.
Parce que, comme tu le disais, c'est dans les détails en fait qu'ils arrivent à avoir une exécution qui est super intéressante. Et là où Jobs arrivait à être vraiment casse-pied jusqu'à l'extrême, comme le montre ton anecdote de l'aquarium. Et je pense que dans tous les projets, c'est souvent comme ça. On voit souvent dans des marchés concurrentiels ou dans des niches où il y a beaucoup d'acteurs, on sent qu'il y a des acteurs qui se démarquent, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et quand on a ce sentiment-là, c'est clairement parce qu'on a des acteurs qui maîtrisent extrêmement bien les détails et les nuances qui sont très très fines dans leur secteur d'activité. Quand on a cet effet, ça revient dans tous les marchés et dans tous les secteurs. Quand on a cet effet de, on sent qu'il y en a un qui est meilleur, mais on ne saurait pas dire pourquoi, c'est qu'il maîtrise très très bien ces détails et que le réglage est tellement précis que c'est imperceptible. Complètement. Ouais. Puisque tu es dans la miniaturisation et l'exemple de l'iPod, ça me fait penser à un autre truc, c'est que l'iPod, c'est aussi un super exemple d'effectuation, c'est-à-dire c'est l'opportunité, c'est le contexte qui fait qu'on lance un truc. Une histoire que Jobs avait des visions incroyables sur les produits. Ça peut arriver parfois, mais sur l'iPod, c'était pas du tout ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un de ses sbires qui est allé dans un salon privé de fabricants de hardware au Japon, et il est tombé pile au moment où Toshiba montrait des disques durs de 1,8 pouces, et c'était complètement révolutionnaire à l'époque, et c'était en fait grâce à ce produit-là que on pouvait imaginer des lecteurs de MP3 tels que l'iPod. Mais on s'est trouvé dans une situation où il y avait Toshiba qui sortait ça, mais un peu comme un exploit technologique, puis ils ne savaient même pas quoi en faire. Et chez Apple, justement, avec cet esprit ouvert et créatif, ils ont assez rapidement matché en se disant bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce disque dur-là. Bah, c'est super parce que ça va nous permettre d'avoir un device portable dans une taille raisonnable qui puisse contenir suffisamment de chansons pour être clairement en avance par rapport à nos concurrents qui stockent l'équivalent de 10, 20, 30 chansons, ce qui était à l'époque les lecteurs MP3 dinosaures qu'on avait à ce moment-là. Et, euh, et l'iPod, c'est pas du tout un coup de génie, c'est l'opportunité d'un produit qui est arrivé, ce disque dur miniature, et ensuite une excellente exécution avec un joli design et puis une exigence dans les détails que tu décrivais qui a fait le succès du produit. Et pas du tout un grand génie qui avait des idées incroyables au début. Et je pense que cet aspect, on en revient encore à la précision et euh, de l'excellence requise chez Apple dans l'exécution. On le retrouve vraiment sur plein de choses. Ou une partie entière d'un bouquin, je sais plus, qui était écrite sur l'exécution et la création du clavier de l'iPhone. Et décrite d'une manière tellement précise auquel on n'imaginerait pas. Le clavier de l'iPhone, c'est quelque chose qui paraît assez standard, mais en fait, ils ont bossé énormément dessus pour arriver à un résultat qui est aujourd'hui justement ce qu'on disait, imperceptible. On sent que ça marche bien, mais c'est rentré dans les usages et on ne sait pas pourquoi. Tellement fin le réglage que c'est imperceptible, mais qui a demandé énormément de réflexion et de tests et de changements pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et encore une fois, c'est une précision incroyable dans l'exécution de l'idée. Complètement. Ouais. Le bouquin qui raconte ça, c'est un bouquin d'insider qui est pas très connu, mais qui est incroyable à lire. Moi, ça m'avait scotché. Et j'ai une vidéo avec mon ami Stéphane où on parle de ça. Il faut que je la publie dès que j'arrête de procrastiner là-dessus.